Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec M. Pierre-Jean Luizard, historien spécialiste du Moyen-Orient, en particulier de l'Irak, de la Syrie et du Liban. Nous allons parler avec lui sur son livre « Le piège Daesh », qui raconte l'histoire de Daesh et le retour de l'histoire elle-même. Comme M. Pierre-Jean Luizard est actuellement en France, moi et mon collègue Ilkay Kocaeli, on va faire l'entretien avec M. Luizard sur Skype. Bonjour M. Luizard. Bonjour. Bienvenue. Si vous voulez, commençons par le nom que vous avez donné à votre livre, Le piège Daesh. C'est quoi le piège ici? Il s'agit de quel piège? Eh bien, le piège Daesh, c'est, je le crains, ce dans quoi nous sommes tombés, c'est-à-dire une intervention militaire qui ne prend pas en compte les raisons de l'émergence de l'État islamique, car il faut le rappeler, ce n'est pas l'État islamique, ce n'est pas Daesh qui est à l'origine du chaos que connaît aujourd'hui le Moyen-Orient arabe, mais bien l'inverse, hein, c'est le délitement d'un certain nombre d'institutions et des États, notamment en Irak et en Syrie, qui a ouvert grand la voie à cette organisation, à ce nouveau venu sur la scène politique moyen-orientale. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le Daesh au Moyen-Orient et le Daesh en Europe en termes de répertoire d'action? En fait, il y a une différence, je sais bien, mais quelle est la différence? Alors, il y a effectivement une différence parce que Daesh a réussi la prouesse, si l'on peut dire, d'avoir à la fois un ancrage très local et un discours universaliste. Un discours universaliste qui peut s'adresser aussi bien aux paysans de la Jaziré en Irak et en Syrie qu'à un jeune des banlieues des grandes villes occidentales. Et le volet proprement occidental s'est développé au cours de l'année 2015 parce qu'avant l'Europe était essentiellement une terre de terrorisme pour l'État islamique, mais c'est à partir de 2015 que l'État islamique a véritablement mis en scène une tentative de prise en otage des communautés musulmanes européennes par le biais du terrorisme dans le but avoué de faire en Europe, notamment en France, ce qu'il a réussi en Irak, c'est-à-dire des réactions communautaires en chaîne. Monsieur Luizard, la semaine dernière, nous avons parlé à Monsieur David Thompson, qui a récemment publié son livre « Les Revenants », dans lequel il s'intéresse aux déterminants individuels du succès de Daesh. Il met sur l'accent sur les déterminants individuels de ce qui partent à Daesh, à combattre là. Et vous mettez l'accent sur une autre dimension, la dimension historique. Pour vous, quels seraient les facteurs historiques principaux contribuant au succès de Daesh que vous l'évoquez également dans votre livre? Comme je l'ai dit, ce n'est pas Daesh qui est responsable du chaos du Moyen-Orient, mais l'inverse. Il y a depuis maintenant environ une trentaine d'années un processus de délitement de certains États qui ont pour point commun d'avoir eu une genèse mandataire après la Première Guerre mondiale. Et ces États, notamment le Liban, la Syrie, l'Irak, n'ont jamais réussi à acquérir une légitimité suffisante pour ouvrir un espace citoyen à l'ensemble des communautés du pays. Et c'est ce délitement, l'État irakien est le premier d'entre eux, puisque cela fait maintenant 30 ans qu'il est pris dans la tourmente communautaire. C'est ce délitement qui a laissé les communautés arabes sunnites orphelines d'un État qu'elles considèrent à juste titre comme prédateur et comme un danger. Cela a ouvert évidemment la voie à un nouveau venu qui s'impose au Moyen-Orient comme le grand protecteur de communautés qui ne sont pas représentées au niveau du pouvoir et au niveau de l'État notamment. Et est-ce que vous pensez que ce qui est resté de la force militaire de base de l'ancien régime irakien a contribué au succès de Daesh? Le régime bassiste et le régime de Saddam Hussein en particulier s'étaient toujours battus
contre les petits groupes salafistes qui se maintenaient en Irak en bordure des zones de front, notamment à la frontière irako-iranienne. Mais il y a, avec la perte du pouvoir pour la première fois dans l'histoire par la communauté arabe sunnite d'Irak, un rapprochement historique entre ces élites qui avaient une culture laïque à l'origine, avec donc des mouvements salafistes, et il y a aujourd'hui une unité, même si évidemment on peut faire la différence entre ceux qui ont eu une éducation bassiste et ceux qui sont venus au salafisme par le biais de la religion. Et M. Luizard, nous savons que l'autorité de Daesh s'impose dans les territoires, dans les vastes territoires de la Syrie et de l'Irak. Et nous savons aussi que l'autorité ne peut pas exister sans une sorte de consentement public. Et en fait, vous l'évoquez dans votre livre, vous dites que le Daesh ne se comporte pas comme une force d'occupation, mais de libération. Alors, quel serait le degré de la popularité de Daesh au sein de la population locale? Si l'on prend l'exemple de Mossoul, la grande ville arabe sunnite du nord de l'Irak, on voit que l'offensive actuelle contre Mossoul est une offensive extrêmement difficile et on ne peut pas expliquer une telle difficulté si l'on ne se réfère pas à une base sociale qui est une base communautaire dans la grande ville du nord de l'Irak. Il y a une délégation des pouvoirs locaux, c'est ce que j'appelais la prouesse de Daesh, qui a réussi à déléguer et à maintenir cette délégation de pouvoirs locaux à des acteurs locaux, chefs de clan, chefs de quartier, chefs de tribus, anciens militaires de l'époque de Saddam Hussein, ex-leadership sunnite de l'époque de Saddam Hussein. Et contrairement à Al-Qaïda qui avait imposé la mainmise de combattants qui n'étaient pas issus de la région, Daesh, l'État islamique, a réussi à maintenir cette délégation, ce qui fait que face à un État irakien qui est considéré comme un danger par une majorité de la population de Mossoul, l'État islamique réussit, malgré ses exactions, à figurer une forme de protection. Oui, vous avez parlé un peu de l'idéologie salafiste djihadiste, mais selon vous, dans quelle mesure vous pensez que cette idéologie salafiste et djihadiste joue un rôle dans le succès de Daesh et en plus dans la lutte entre Daesh et Al-Qaïda? Est-ce que c'est une lutte purement politique ou bien est-ce qu'il y a une dimension idéologique dans cette lutte-là? Je dirais que c'est une rivalité d'abord politique. On l'a vu très bien lorsque Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, a accusé le calife autoproclamé de l'État islamique de mensonge parce que El-Baghdadi avait dit que Al-Qaïda pactisait avec les chrétiens et avec les chiites. Et on l'a vu puisque Ayman al-Zawahiri s'est défendu de toute compromission avec des communautés qui sont considérées comme des communautés à combattre. Et il a répondu donc au chef de l'État islamique qu'Al-Qaïda avait aussi massacré beaucoup de chiites, comme si c'était un gage d'islamité finalement. Donc on le voit, il y a une rivalité sur fond de guerre communautaire entre sunnites et chiites à l'échelle régionale, mais ceci s'accompagne aussi de différences, notamment dans le fait qu'Al-Qaïda n'a pas un projet étatique immédiat, là où l'État islamique a fait de la construction d'un État avec toutes ses institutions un projet qu'il a mis en pratique en Syrie, en Irak et dans certaines zones de la Libye et du Yémen. Dans la conclusion de votre livre, vous dites que même s'il est difficile de prédire l'avenir de l'État islamique, sa défaite militaire ne réglerait rien si les causes de son succès initial ne sont pas prises en compte. Je voudrais vous poser une question un peu spéculative concernant ce cas-là.
Si Daesh perd tous ses territoires en Syrie et en Irak, quelle serait votre estimation? Un califat sans territoire ou bien la réclamation du califat dans d'autres régions? Alors, je pense qu'il est difficile de prévoir l'avenir, mais en tout état de cause, il est fort vraisemblable que Mossoul va tomber en 2017. En 2017, lorsqu'on voit l'étendue de la coalition qui fait face à l'État islamique à Mossoul. Mais cela ne signifie pas la fin de l'État islamique, ni la fin du califat autoproclamé, qui va revenir à une sorte de clandestinité et qui va essaimer dans l'ensemble de l'Irak, y compris dans les régions chiites. On commence à le voir aujourd'hui avec la recrudescence des attentats terroristes anti-chiites à Bagdad et dans la zone chiite. Donc même si l'État islamique perd sa base territoriale, il aura toujours, en l'absence de solution politique, il aura toujours le soutien suffisant d'une partie importante de la communauté arabe sunnite d'Irak qui refusera toujours le statut et le sort qui lui est promis dans le cadre des institutions irakiennes en place. Monsieur Luzar, nous savons qu'au sein de Daesh, il y a des militants d'origine kurde et en même temps, Daesh est en lutte contre les forces armées kurdes en Irak et en Syrie. Selon vous, quelle serait cette relation ambiguë entre l'idéologie et l'ethnicité dans ce contexte-là? Alors, contrairement à une image que nous affectionnons en particulier en Europe et en France, qui voudrait que les Kurdes soient le fer de lance d'une identité ethnique sécularisée face à un monde arabe davantage travaillé par la religion et par le salafisme, il faut rappeler que la société kurde est une société très religieuse et qu'il y a eu au Kurdistan les premiers territoires salafistes au début des années 2000, notamment dans la région de Halabja, où les salafistes qui allaient donner naissance à l'État islamique s'étaient réfugiés. Il y a aujourd'hui de nombreux Kurdes parmi les combattants de l'État islamique et les deux grands partis kurdes irakiens ne peuvent pas prétendre représenter l'ensemble de la population kurde. Le Kurdistan d'Irak est très divisé d'une région à une autre. Il y a les rivalités historiques entre le nord et le sud, entre Barzani et les partisans de Talabani. Il y a un nouveau venu sur la scène politique kurde avec Goran, qui représente la société civile. Donc le Kurdistan est beaucoup plus divisé et beaucoup plus religieux que nous l'espérions dans les pays européens et notamment en France. Et il y a une très grande probabilité pour que la vague salafiste qui aujourd'hui semble être un phénomène uniquement arabe concerne également le Kurdistan, ce qu'on verra lorsque les dissensions intra-kurdes vont apparaître. Alors, si on revient à la politique menée par les pays européens, au-delà de la lutte armée contre Daesh, qu'est-ce que les pays européens pourraient faire pour contrer le recrutement djihadiste sur leur propre territoire? Eh bien, une première chose à faire aurait été de coupler l'action militaire avec une solution politique et une solution politique qui prenne en compte les raisons pour lesquelles un certain nombre de communautés ont pris fait et cause pour l'État islamique. Et notamment, il aurait fallu éviter que la coalition internationale dirigée par les États-Unis contre Daesh, de même que la coalition russe, donc qui réunit une grande partie des combattants chiites de la région, il aurait fallu éviter qu'elle rentre en action militairement, en armant et en déléguant au sol à des forces qui sont partie prenante au conflit, ce qui ne fait qu'attiser les haines communautaires, alors qu'on sait qu'il y a des raisons
légitimes pour lesquels, notamment, les Arabes sunnites d'Irak se sont détournés du gouvernement irakien et pour lesquels un certain nombre d'Arabes sunnites en Syrie se sont détournés du régime de Bachar el-Assad. Nous n'avons pas pris en compte ces raisons et au contraire, nous avons agi militairement sans solution politique en vue de rétablir la souveraineté et de restaurer la souveraineté des États, alors que ce sont ces États qui sont à l'origine du chaos que connaît la région. Monsieur Luizard, nous vous remercions beaucoup pour votre participation à notre émission. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons parlé avec Monsieur Luizard sur son livre « Le piège Daesh ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. À bientôt.